À tous, bienvenue. Que du plaisir de vous savoir fidèle au poste. Discours sur l'état de la nation, le dernier du quinquennat de Patrice Talon. Très attendu, il aura effectivement été délivré au peuple béninois le 29 décembre. Beaucoup d'enthousiasme, de s'en suivre, mais aussi, mesdames, messieurs, beaucoup de déception. Principal couac se désole nombre d'observateurs. L'allocution de fin de mandat aura manqué plutôt de fédérer bien d'énergie, mettant les Béninois pratiquement dos à dos. Les uns joyeux, les autres tristes, voire révoltés. Dernier discours du quinquennat de Talon sur l'état de la nation. Réaliste ou trop beau? Deux politiques sur ce plateau pour nous aider à apprécier cette interrogation à valeur du terme. Un regard croisé donc de deux politiques. Déjà sur ce plateau à ma droite, Geraldo Gomez. Il est le secrétaire général adjoint chargé des questions stratégiques au niveau du parti USL. Geraldo Gomez, bonjour à vous. Bonjour Joël Itonji, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous savoir disponible. Ce n'est jamais gagné d'avance. Une fois encore, nos gratitudes pour la disponibilité. En face de vous, il est vraiment plus à présenter ces temps-ci, Monsieur Georges Anagonou, très disponible, socio-anthropologue. Il est apparenté BR, formation politique accompagnant les actions du régime au pouvoir. Georges Anagonou, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs de SICA TV, que ce soit sur le plan national ou international. Ah oui, merci. Et je voudrais dire, c'est un plaisir pour moi à chaque fois que vous me donnez l'occasion de venir donner ma compréhension de ce qui se fait. Et sachez-le, chers téléspectateurs, vous autres qui vous interrogez, ce plateau reste pour tous, sans distinction aucune. Il s'agit de bâtir ensemble le Bénin. Et chaque fois que le besoin, le micro reste ouvert à tous. Patrice Talon, devant la représentation nationale, s'adressant à son peuple, et c'est fait. Et tous l'avons suivi. Je demanderai rapidement à nos invités sur ce plateau, car le politique a beaucoup parlé, quelle aura été, vous, votre appréciation d'ensemble de ce discours, Monsieur Georges Anagonou. Merci beaucoup. En se présentant devant la représentation nationale, le chef de l'État se soumet à un exercice constitutionnel qui est que, à l'article 72, le chef de l'État doit, à la fin de chaque année, de présenter quel est l'état de la nation à la représentation nationale. Parce que la représentation nationale, justement, parce que c'est elle qui a voté le budget, donc c'est elle qui a donné des moyens à l'État, au gouvernement, de pouvoir réaliser ses actions. C'est tout à fait normal qu'on puisse aller faire cet exercice-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un exercice pareil? Ou à quoi on nous a habitués? C'est peut-être ça qui pose problème aujourd'hui. Parce que voilà, un chef de l'État qui se présente devant la représentation nationale et fait un discours de 20 minutes. 20 minutes. Je voudrais prendre à témoin, j'ai rencontré sur ce plateau la dernière fois quelqu'un qui me parlait de la reddition et qui disait qu'on pouvait faire ça en 4 pages. Eh bien, on est servi. On est servi là parce qu'on a un discours de 20 minutes. Et en 20 minutes, on peut dire beaucoup de choses. Un chef d'État, ça dit l'essentiel. Ça dit l'essentiel, quitte à ce que ceux qui travaillent avec lui, quitte à ce que les supporters montent au créneau pour rentrer dans le détail. Un chef d'État, à mon avis, ne doit pas rentrer dans le détail. Alors, sur cet essentiel, sur l'essentiel, c'est ce que j'ai dit. C'est quoi votre regard sur cet essentiel? Non, je pense que l'essentiel y est. L'essentiel y est parce que le style a été de dire, nous avons fait ci, nous n'avons pas pu faire ceci, mais l'élan que nous avons pris permet de dire qu'il y a espoir. Combien? Qu'est-ce qu'il faut dire mieux que ça à une population, dans la mesure où on ne peut jamais finir de faire ce qui doit se faire dans une nation. Lorsque je peux parler de l'électricité... Ne vous en faites pas, les as, nous allons les aborder tout à l'heure. Votre regard d'ensemble, c'est bien compris, oui. L'état peint de la situation de la nation face à la représentation nationale par le chef de l'État, quel aura été, vous, votre regard? Écoutez, de la même façon que M. Anagonou, j'ai remarqué, je pense, pour être plus précis, que le chef de l'État a délivré son discours en 18 minutes, un peu plus. Donc, ça fera encore plus plaisir à ceux qui veulent s'attacher à la concision du test, mais ce n'est pas là l'essentiel. 18 minutes pour aborder 15 questions quand même. Ce sont 15 questions que le chef de l'État a abordées. 18 minutes pour aborder 15 questions de bilan, autant dire que c'est très expéditif.
Ce n'est pas une façon pour moi de réclamer que le discours soit plus long. Mais effectivement, en 18 minutes sur 15 questions, on aurait pu dire beaucoup plus. Et comme le rappelait tout à l'heure M. Anagonou, c'est de nous dire « j'ai obtenu tel budget pour réaliser telle chose, j'ai dépensé tant pour obtenir tel résultat ». Nous n'avons eu aucun chiffre. Nous avons eu sur 13 éléments sur les 15 que des espoirs du futur composés. Et sur 2 éléments, en l'occurrence l'éducation et ce que le chef de l'État lui-même a appelé l'état d'esprit, un développement un peu plus long. Peut-être que sur les axes que vous avez retenus, on aura l'occasion de revenir sur ces éléments, mais de façon schématique, sans caricaturer, sur les 13 autres éléments, que ce soit la démocratie, les libertés fondamentales, les lois, la santé même. Vous aurez remarqué que dans une année 2020, quand même assez atypique, où le monde entier a connu une pandémie, le chef de l'État n'a prononcé qu'une seule fois le mot Covid-19, et c'est juste de façon allusive. On n'a même pas rendu compte au peuple de ce que cette pandémie a comme impact sur notre pays. On n'en a pas parlé, c'est comme si cela n'a jamais existé. De la fermeture des frontières avec le Nigeria, cela n'a pas été... Débarrer là, sans le vouloir peut-être le fond, oui. Je me résume juste sur cette question, donc c'est trop beau pour être réel, puisque l'essentiel n'a pas été abordé. Nous avons juste eu une figure de style. Et finalement, peut-être que le chef de l'État a choisi d'être aussi bref, parce qu'il était devant des gens qui ne représentent pas la nation. Oh non, vous n'allez pas dire ça, monsieur Giraldo Gomez. Eux, ils ont eu leur réaction. Vous les avez suivis. Je ne vais pas vous demander le regard que vous portez d'abord sur la réaction de la représentation. On y reviendra au cours du débat, mais les as, car le temps nous prendra au dépourvu. La question de l'unité nationale, pour commencer par cet as, qui visiblement a tenu à cœur au chef de l'État. Absolument. Comment vous l'avez suivi? D'abord, on ne peut rien faire sans l'unité nationale. S'il n'y a pas l'unité nationale, c'est que nous sommes alors en période de crise. En période de crise, il a parlé tout à l'heure, M. Gomez, de l'état d'esprit. En période de crise, on pense plutôt à comment protéger ses enfants, comment se protéger soi-même, et l'essentiel pour le développement est mis de côté. Donc, l'unité nationale, elle est nécessaire, elle est indispensable. Mais dans cette unité nationale, il y a des diversités d'opinions. Il y a des divergences. Et il a dit parfois, nous avons des divergences. Les moments de crise pour les sociétés, c'est un moment d'évolution, c'est un moment de remaniement, c'est un moment de revoir ce que nous sommes. Et je pense que cette unité-là, eh bien, nous pouvons encore en être fiers aujourd'hui. Elle n'est jamais totale, mais nous l'avons encore. Parce que M. Gomez peut, pour la construction de cette nation, c'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs, sur ce plateau, dira son point de vue. Je dirais mon point de vue. Quand on va sortir, on va se donner des accolades. C'est aussi ça, l'unité nationale. Que nous pouvions savoir que pour des questions essentielles, nous devons à chaque fois nous retrouver tous pour pouvoir parler de cela. Ceci dit, il peut y avoir des frustrations, il peut y avoir des gens qui se sentent toujours pas bien. Vous savez, j'ai déjà dit à quelqu'un, sur ce plateau, que nous avons retrouvé l'unité nationale en 90. N'est-ce pas? Et pourtant, cette année-là, il y a quand même une très bonne partie de notre classe politique. D'ailleurs, cette classe politique qui a toujours existé, je voulais parler des communistes, et qui ont refusé d'aller à la conférence nationale. D'accord? Mais est-ce que cela nous a permis de dire que nous n'avions pas l'unité nationale? Nous l'avions en ce moment-là. La Constitution de 90, elle a été votée par 70%. Donc 30% n'ont pas voté. Mais est-ce que nous n'étions pas dans l'unité nationale? Nous étions dans l'unité nationale. Nous ne sommes pas dans un pays en guerre. Nous ne sommes pas dans un pays en crise sociale. Donc par rapport à ça, nous pouvons dire que nous avons l'essentiel, malgré qu'il reste encore des choses à parfaire. C'est tout à fait normal que d'autres, peut-être pour une raison ou une autre, ne se retrouvent pas chez eux, peut-être soit ailleurs, mais la majorité des Béninois, pour ce que nous sommes, nous avons une unité, nous avons un apaisement social, et c'est très important. Et c'est ça qui a fait que le chef de l'État ne peut même pas occulter cela. Il a dit ce qui est le moteur et qui peut nous permettre d'aller de l'avant, eh bien c'est cette unité nationale-là. Quand on parle de l'unité nationale, c'est pas que ça exclut les divergences de point de vue, des divergences d'appréciation de l'action du gouvernement. Merci beaucoup. Oui, sur la question de l'unité nationale, revenu très amplement, on peut le dire, au travers de ce discours. Donc,
Pas aussi amplement que ça, mais je ne vais pas m'attarder à cela parce que le temps consacré à cela est très restreint dans le timing des 18 minutes du discours global. Mais je voudrais m'attarder sur ce que M. Anagono a dit, auquel je pourrais souscrire en grande majorité, à ceci près, et c'est l'essentiel, que l'unité nationale n'est pas équivalent de l'unanimisme. Absolument. Quand M. Anagono évoque les cas du Parti communiste en 90 au moment de la conférence nationale ou du vote de la Constitution à 70% et donc il reste encore 30%, oui, mais en voulant que tout le monde participe à la conférence nationale en 90 ou en espérant que tout le monde ait voté à 100% la Constitution, on est en train de quérir plutôt l'unanimisme. Cela n'existe pas et n'existera jamais dans aucune démocratie. Merci. Donc ce n'est pas de l'unanimisme qu'on parle. Quand on parle d'unité nationale, c'est qu'on se retrouve autour de l'idée de nation, que c'est une terre sur laquelle nous sommes tous nés, qui nous appartient à tous et sur laquelle chacun est capable de s'exprimer, de travailler, d'avoir le droit à la propriété, d'exercer ses libertés fondamentales. Un autre point sur lequel le chef de l'État est apparu et dont il a donné une définition assez spécieuse et dangereuse. Donc l'unité nationale, c'est ça, c'est l'idée de la nation. C'est que tous les enfants du même pays, de la même nation, sens étymologique du terme nation, sont nés et peuvent bâtir cette nation. Le chef de l'État l'a présenté comme un acquis. Et il fait bien de le rappeler que c'est un acquis cette unité depuis 90, même si tout le monde n'a pas participé à la conférence nationale, même si tout le monde n'a pas voté la Constitution. Et ça devait être un acquis continuel, même à l'Assemblée nationale, parce que tout le monde ne doit pas tout le temps voter les mêmes lois à 100% de la même façon. Que pour d'autres élections, que ce soit les législatives, les communales, la présidentielle, un candidat ou une formation politique n'est pas censé avoir 100% des élections. Mais c'est ça l'unité, c'est-à-dire la capacité, le droit à chacun, le droit reconnu à chacun de pouvoir exercer ses libertés sans mettre en péril le bien commun, c'est-à-dire la nation. Unité nationale, c'est différent de l'unanimisme. Alors, l'unité nationale n'est-elle pas une réalité aujourd'hui? L'unité nationale est mise à mal aujourd'hui parce que nous recherchons justement, et la bonne volonté exprimée par M. Anagono tout à l'heure en témoigne, nous avons fini par confondre unité nationale à unanimisme. Et nous avons même eu des développements, excusez-moi du terme, ce n'est pas par mépris pour ceux qui l'ont développé, nous avons eu des développements de thèmes pseudo-intellectuels appelés « Mettons nos libertés en berne pour le développement ». Au nom du développement, nous sommes en train de rechercher de l'unanimisme en tout, pensant que c'est cela qui va nous permettre d'aller de l'avant. Non, c'est bien l'unité nationale qui est la première, la pierre philosophale, qui doit nous permettre à chaque citoyen de contribuer à sa manière, soit en adhérant, soit en n'adhérant pas, mais en faisant des réflexions qui permettent à ceux qui doivent exécuter de pouvoir exécuter dans le bien, dans le sens du bien commun. Voilà. Aujourd'hui, l'unité nationale est mise à mal parce qu'il n'y a pas... Des libertés fondamentales ne sont pas respectées. Prenez l'exemple, enfin l'expression que le président de la République lui-même a tenue hier dans son discours en parlant des libertés fondamentales. Il les définit comme elles sont bonnes, elles sont respectées, même si nous avons dû faire sacrifice de quelques faiblesses que nous aurions auparavant. En réalité, les tours de vis qui seraient portés pour pouvoir exécuter un programme d'action, ce sont des travers que nous aurions dans nos libertés fondamentales. C'est l'expression. Vous ne voyez pas les choses sous cet angle? Absolument pas. Les libertés préexistent à tout. Les libertés n'existent pas avec moi, Géraldo Gomez, ou avec M. Anagono. C'est parce qu'elles préexistent à chacune de nos existences qu'elles nous trouvent et qu'elles trouveront d'autres après nous, comme elles ont trouvé d'autres avant nous. Ce n'est pas à géométrie variable. Ce sont des données tangibles, intemporelles, universelles.
Oui, sur la question, c'est un débat où on n'en finit vraiment pas. Les regards sont toujours diamétralement opposés. Pensez-vous qu'il faille apporter une petite touche pour que la question ne se pose plus en ces termes désormais? Non, ce que je voudrais dire, M. Goumez l'a dit, ce n'est pas l'unanimisme, l'unité nationale. Il a été clair là-dessus. Vous êtes d'accord? Et donc, si nous sommes d'accord que ce n'est pas l'unanimisme, c'est de comprendre que à chaque fois et à chaque moment de notre histoire, il y a eu des gens qui sont trouvés, il s'est trouvé des gens qui n'ont pas été d'accord avec ce que nous faisons, avec le système mis en place. Ça aussi, c'est partout, d'accord? Maintenant, pour ces raisons-là, peut-être d'autres se sont sentis menacés et parfois ils ont vécu loin du territoire national, d'accord? Mais cela ne nous a pas permis dans l'ensemble de disposer, de dire que notre unité nationale existe encore. Heureusement d'ailleurs, parce que là où ça n'existe pas, là où c'est mis en mal, parfois on a vu des drames dans ces pays-là. Heureusement que nous n'en sommes pas là. Et que, comme je le dis souvent, à des moments, à de grands moments, le peuple béninois a su se mettre ensemble comme une seule personne pour pouvoir avancer. Ces moments-là existent encore. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Nous devons nous retrouver autour de l'essentiel. Autour de l'essentiel. Mais comme vous l'avez dit, il y aura toujours des dissidents. Et il y aura toujours des gens qui vont se sentir menacés. Mais ce qui est essentiel aussi, M. Goumez, c'est que vous et moi, nous puissions nous retrouver ici pour parler librement. Je pense que là, vous parlez librement. Ce que je fais aussi. Et dans d'autres arènes, nous devons aussi nous retrouver pour parler librement. On doit, dans notre pays, quand on parle de la politique, l'opposition politique doit exister. Elle existe aujourd'hui. Elle existe aujourd'hui. Et je suppose qu'elle s'exprime. Moi, j'ai entendu, après le discours du chef de l'État, il y a des organes de presse qui ont tendu leur micro à des opposants pour apporter leur appréciation sur ce que le chef de l'État a dit. Et ça, ils l'ont fait librement. C'est aussi ça, ce qui permet de garder l'unité nationale. Alors, apprécions un autre as qui vous tienne à cœur. D'accord, donc je voudrais effectivement préciser que nous, moi, en tout cas, moi, je ne pense pas à l'unanimisme. Et c'est pour ça que le chef de l'État a parlé de malgré nos divergences. Et ce que M. Goumez a dit, et si vous permettez, Joël, puisque nous ne devons pas travailler en l'air, le chef de l'État a dit ceci: nos libertés fondamentales, compatibles avec notre vie en communauté et notre développement, demeurent, elles aussi, intangibles, même si nous avons dû, pour l'intérêt général, renoncer à certaines de nos faiblesses que nous avons confondues avec la liberté. C'est possible. Parce que vous savez, M. Goumez, en 90, nous étions tout permis. Nous ne nous sommes pas posé de questions sur certaines conditions. Nous étions tellement jaloux. Nous avions vécu une situation qui fait que nous avions dit nous aurons la liberté totale. De sorte que des gens ont oublié que votre liberté s'arrête là où se commençait de l'autre. Par exemple, c'est un exercice. De sorte que vous, Joël, dans la presse, je voudrais parler des journalistes, on s'est permis beaucoup de choses. Je me rappelle d'un président qui disait ici, laissez, ça peut leur permettre de manger. On ne peut pas se permettre ça tout le temps, parce que ça aussi, ça peut mettre à mal l'unité nationale. Voyez-vous que ça s'est passé dans des pays. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? La démocratie aussi, c'est un apprentissage. Et notre constitution, c'était cette constitution que nous avons élaborée pour l'apprentissage. Ça veut dire que quoi? Qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, nous aurons à rectifier des choses dedans. C'est pour pouvoir rester ensemble, et c'est pour aussi le bien du pays, pour que la démocratie puisse avancer. Mais ceci dit, les appréciations divergent toujours, et selon la position de chacun. Oui, vous avez des éléments de complément. Je voulais remercier M. Adagoun d'avoir cité précisément ce que le chef de l'État a dit concernant la liberté fondamentale. Et je me posais la question de savoir depuis hier, et il a donné l'exemple, le journalisme tout à l'heure, quelle faiblesse avons-nous confondu avec nos libertés, par exemple? Je crois que c'est pour illustrer que vous avez parlé du journalisme, où un ancien président disait laissez faire, laissez dire, tant que ça peut les faire manger certains. Mais vous avez précisé tout de suite, et je pense que c'est cela, la marque du pouvoir. Non, on ne peut pas tout le temps continuer de laisser faire. Absolument. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Et je ne serai jamais d'accord. Parce que c'est cela, la liberté. Chacun connaît la loi. S'il y a une loi qui punit certaines expressions, telles que la diffamation ou d'autres types de transgressions, que le journaliste soit sanctionné. Et ça, c'est possible. Mais poser comme principe, non, vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi, ça veut dire qu'on se pose en donneur de leçons
et un fixateur du cadre dans lequel vous devez vous exprimer. Aujourd'hui, on n'a pas interdit. Non. Mais la Pardon. loi dit tel que vous faites ceci, on peut vous sanctionner. Juste, la loi a toujours dit cela. Donc ce n'est pas une faiblesse qu'on a confondue avec les libertés. Parfois, on n'a pas exercé ça et ça une faisait le bonheur faiblesse- des journalistes. Ce n'est pas une faiblesse qu'on a confondue avec nos libertés. La loi a toujours existé, elle a toujours prévu que soit sanctionné, que ce soit un journaliste ou n'importe qui, vous ou moi, tenant des propos publics, d'être sous le coup de la loi si nous allions trop loin vis-à-vis d'appréciations que nous portons sur d'autres concitoyens. La loi a toujours été celle-là. Alors comment parler aujourd'hui de liberté fondamentale comme des faiblesses que nous aurions confondues avec la dite liberté? C'est une façon dangereuse. Nous avons dû Lorsque vous empêchez renoncer sur la à liberté de certaines l'autre, faiblesses. Lorsque vous impétez sur la liberté de l'autre, c'est que vous confondez. Je ne confonds pas. Oui, bien sûr. Ce n'est pas une faiblesse que je confonds avec mes libertés. Ce n'est pas parce que sur la route, je ne m'arrête pas au feu rouge que je confonds le code avec ma personne. J'enfreins une loi, point. On me sanctionne. Alors, pendant que La norme aurait été de ne pas freiner dans la loi. Pendant que vous Bien ouvrez, évidemment. chers invités, pendant que vous ouvrez une fenêtre qui concerne une corporation à laquelle j'appartiens, j'aimerais quand même vous demander honnêtement, est-ce que, en suivant le chef de l'État, après une tournée, et ensuite une occasion rêvée pour un discours comme celui-là, un silence sur l'état de la presse, qu'est-ce que cela vous avait fait, lui qui a tout promis à cette presse? Non, ils n'ont pas fait un silence. À chaque fois que vous parlez de liberté, en réalité, vous faites toujours allusion à la presse. Vous faites allusion à la presse. Toujours. On se fait un peu spécifique. Oui, et puis, parce que, Monsieur Nagonou, j'aimerais que les Monsieur politiques... s'il vous plaît. Non, revenir. j'aimerais pas revenir. J'aimerais vraiment que vous répondiez à la question. On nous qualifie de quatrième pouvoir. Nous avons l'impression d'être les laissés pour compte. Et sur Patrice, la presse a beaucoup compté. Patrice Talon, le chef de l'État. Et il a promis, vous l'avez suivi. Alors, lorsqu'on nous a annoncé qu'il y aura un toilettage sur le code du numérique, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui doit se faire à l'Assemblée, on a tous applaudi. Je me rappelle, sur ce plateau, vous aussi, vous avez poussé un ouf de soulagement. Par la suite, pratiquement rien n'a été fait. Nous avons suivi ce discours. Aucun engagement non plus. Monsieur Anagonou, dites-nous, dites-nous honnêtement, vous êtes fier de l'état de la presse béninoise aujourd'hui et ce qui peut être considéré comme son gain à la fin de ce quinquennat? Moi, je suis fier de ce que vous faites ici, si c'est ça que vous voulez savoir. Oh, non, pas ce... Non, c'est pour vous dire de façon générale. Parce que ce qui fait aussi l'essence, la quintessence même de la presse, c'est quand il y a la divergence d'opinion. Et le journaliste a l'obligation de défendre cela. S'il n'y a pas de divergence d'opinion, il n'y a pas la presse qui existe. Mais vous pensez que c'est quelqu'un qui oblige la presse tous les matins à répéter la même chose, à faire l'éloge de la même personne? Mais où est sa liberté professionnelle? Où est sa conviction personnelle? La conviction professionnelle aussi. Moi, je vous ai dit déjà sur ce plateau, je ne permettrai pas que les gens viennent nous dire demain, c'est parce qu'on nous avait obligé que nous avons fait ça. Vous n'avez pas le titre d'homme, vous n'avez pas le titre de responsable. Vous devez faire ce qui est de votre conviction. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il peut y avoir des égarements, il peut y avoir des erreurs. Moi, je suis un être humain et je conçois cela. Je conçois cela. Ce que nous devons chercher, c'est que lorsqu'il y a ces erreurs-là, eh bien voilà, nous devons aussi parfois nous trouver le temps pour pouvoir rectifier ces erreurs-là. Les temps-là ne viennent pas. Mais je voudrais dire quelque chose. Allez-y. Ce qui a fait grandir notre démocratie, c'est la liberté de la presse. Ce qui a fait grandir notre démocratie, c'est la liberté de la presse. Et je peux en dire long parce que, vous savez, nous, en 90, nous étions des jeunes étudiants et tout, et nous avons vu naître même des journaux. Il y avait ce qu'on appelle Hebdo Mural, par exemple. C'est un des journalistes aujourd'hui qui travaille avec le chef de l'État qui avait initié cela. Et vous allez voir, tous les étudiants s'alliaient, le dit pour l'ISA, l'envie de savoir. L'envie de savoir, parce que nous avions compris que c'est une arme très efficace pour faire avancer la démocratie. Promis, on va y consacrer donc, tout un plateau. Si vous ne faites pas, je vous parle à vous et à votre corporation, oui. Si vous ne défendez pas cela aujourd'hui, si vous ne gardez pas votre liberté d'opinion, votre liberté de presse, eh bien, c'est que vous auriez failli. Vous devez lutter contre vents et marées pour garder cette liberté-là. Et moi, je vois des centaines, des dizaines de journaux paraître tous les jours, et je pense que ces journaux-là ont la liberté de pouvoir défendre leur indépendance vis-à-vis du pouvoir. En tout cas, je suis au regret de constater, je vois que le degré de conscience de M. Anagonou est probablement plus élevé que celui de la moyenne. C'est pour cela qu'il rappelle les principes sur lesquels nous sommes tous d'accord.
On ne peut pas aller contre. Mais regardons la réalité comme nous sommes en train de regarder la réalité par rapport au discours du chef de la nation, du chef de l'État, le discours sur la nation, sur l'état de la nation. Entre le discours et la réalité, c'est là le chemin à parcourir. Quand vous nous rappelez qu'il y avait un hebdo-numéral animé par quelqu'un qui est aux côtés du chef de l'État aujourd'hui, que s'est-il passé pour que cet élan qu'il animait au moment où il portait cette action citoyenne qui doit pouvoir perdurer, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette flamme ne soit pas transmise, ne continue pas d'être transmise autour de ses propres collaborateurs pour que cette liberté soit lue dans la réalité. Vous avez eu des expressions assez rapides, mais qui, selon moi, laissent transparaître la réalité. Vous avez dit à M. Etonji, je suis fier de ce que vous faites ici. Parce que ça ne se fait pas partout. Ah oui, en tout cas, c'est une question sur laquelle on va forcément revenir là-dessus. Je disais, 45 minutes, ce n'est pas évident. Des axes importants évoqués par le chef de l'État. À volonté, et après, moi, mes questions, je demanderai à chacun d'entre vous, dans l'exercice, si vous devez évoquer un as, lequel évoquerez-vous? Moi, je prendrais, il y en a beaucoup, mais si vous permettez, je prendrais bien l'éducation. Ok, allez-y. L'éducation, qui est l'un des deux sujets avec l'état d'esprit sur lequel le chef de l'État, dans son discours, c'est le plus appesanti. Parce que ça m'a inquiété, ce que j'ai entendu. On a posé, et ça dure depuis quelques semaines, on a commencé à vilipender l'éducation nationale qui fabrique des bavards, qui fabrique pour le chômage. Et puis, depuis la fin de la tournée, je pense que c'était à partir de la deuxième ou la troisième phase de la tournée, on a commencé à entendre cette attaque contre l'éducation nationale, et cela a été sacralisé, à mon avis, par l'intervention du chef de l'État. Un diagnostic au bout duquel on pose comme remède de transformer nos collèges, lycées et universités, certains collèges, lycées et universités, dans des lieux d'enseignement technique et professionnel. Oui. Donc transformer l'existant, c'est pas créer de nouveau, c'est transformer l'existant en des collèges, lycées et universités techniques et professionnelles pour être en accord avec les besoins du marché, dit-on. Monsieur Anagounou le sait très bien, c'est un domaine dans lequel on ne doit pas jouer aux apprentis sorciers. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'une erreur impacte immédiatement toute une génération. Passer d'un enseignement type vers un enseignement professionnel ou technique, cela suppose des enseignants pour le faire. Il paraît que la réforme est déjà engagée. Depuis quand a-t-on formé des enseignants pour occuper des collèges, lycées et universités exclusivement professionnels et techniques? A-t-on les ressources déjà au moment où, à l'heure où je vous parle, dans des collèges et lycées, il y a encore des matières non occupées par des enseignants parce que nous sommes en pénurie? Ça, c'est la première question. Il faut enseigner, donc il faut des enseignants professionnels et techniques. Avons-nous préparé? Cela ne se prépare pas en 6 mois. Deuxième question importante. Quels sont les besoins du marché aujourd'hui qui ne sont pas assouvis? Alors qu'on nous dit que les formations actuelles forment nos jeunes au chômage. Depuis 1990 à nos jours, il s'est développé au Bénin une pléthore d'écoles faisant des formations courtes, type BTS, brevet de technicien supérieur. Oui. C'est bien des formations techniques et professionnelles. Tout à fait. Il y en a eu beaucoup dans ce Bénin qui ont formé pour le marché de l'emploi. Alors, dans quel secteur de notre économie technique et professionnelle a-t-on un manque de compétences pour décréter que nous allons transformer nos collèges, lycées et universités, certains collèges, lycées et universités, en des collèges, lycées et universités techniques et professionnels? Troisième question importante sur cet aspect, c'est de savoir un autre, puisque c'est un autre point de son bilan, l'emploi. Le chef de l'État a concédé que le taux de chômage reste élevé, mais qu'il y a des investissements qui sont faits et que d'ici là, il espère même le plein emploi
Oui. Très bien. Les investissements ont déjà été faits. Sur quel secteur? Avant même que les formations ne commencent, pour occuper les emplois induits par ces investissements? En fait, j'ai du mal à suivre la logique de cette attaque en règle contre l'éducation nationale. Je me demande ce qui est voulu, ce qui est envisagé avec l'éducation nationale pour lui porter cette attaque, alors que nous fonctionnons depuis des décennies sur les deux pieds des formations dans les humanités. Monsieur Adagonou, socio-anthropologue, sait très bien en quoi les humanités sont extrêmement importantes pour la structuration du citoyen, du concitoyen, non pas seulement d'un point de vue idéologique ou intellectuel, mais d'un point de vue entier. Nous avons aujourd'hui, au-delà de nos frontières, des réflexions qui sont menées, qui sont en train de prendre en compte l'évolution naturelle de nos sociétés, des sociétés à travers le monde, avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, qui anticipe l'évolution de ces nouvelles technologies et qui sont en train de recommander justement, vu la vitesse, la capacité, nos capacités à remettre le développement entre les mains d'intelligence de plus en plus artificielle, qu'il serait temps de penser qu'il n'y a plus lieu de rivaliser avec la machine sur le plan technique ni technologique, puisque la machine que nous créons aura toujours la capacité de faire et de calculer en beaucoup moins de temps les calculs que nous souhaitons faire, mais qu'il faut former le citoyen à être capable d'analyser ce que nous demanderons comme résultat. Donc le retour aux humanités est de plus en plus préconisé dans certaines sphères, là où nous sommes en train de courir à contre-courant, sans même préparer, sur les 3 points que j'ai évoqués au départ, comment faire pour arriver à cette étape, alors que nous avons des techniciens qui sont déversés sur le marché de l'emploi chaque année, très nombreux, et qui sont au chômage, et on dit qu'il faut encore en former plus. Alors, des inquiétudes partagées, je suis simplement tenté de vous demander. Oui, justement, puisque c'est là choisi par M. Goumez, le débat aurait voulu qu'il dise ce qu'il pense encore, il vient de le dire, et que moi, je lui réponde. Donc, on va rester sous cet as-là. Oui, d'accord. et après, et on va avec votre as. Voilà, donc nous faisons chose là. Non, M. Goumez, pour l'enseignement technique et professionnel, des professeurs ont été déjà envoyés à l'extérieur en formation. Vous pouvez vérifier cela. Suffisamment. Suffisamment. Ça peut ne pas être suffisamment. Nous sommes à un début. Une quarantaine, si j'ai bonne mémoire, puisque à leur départ, ils ont fait une interview qui est passée. Ah d'accord. Donc vous avez suivi. Quarantaine. Non, attendez. Non, vous avez suivi. L'apprendre, c'est aller 3 ans de chercher formation et venir passer le savoir aux autres. Compte tenu de notre économie, nous pouvons estimer que ceux-là qui seront formés pour la qualité de l'échange, puisque vous avez souhaité intervenir sur le même sujet que moi, je voudrais qu'on reste factuel. Oui, bien sûr. Ce que le chef de l'État a dit, la réforme est engagée. Oui. Déjà engagée. Oui, le fait même d'envoyer le processus, c'est un processus, M. Goumez. Vous êtes d'accord avec moi? Si je peux finir. Nous sommes dans un point. C'est d'ailleurs un discours sur le quinquennat, ce n'est pas un discours annuel qu'il a fait cette fois-ci, c'est vraiment pour résumer son bilan, son quinquennat. La réforme est déjà engagée. Oui. Des investissements pour le marché de l'emploi sont déjà faits. Ils ont donc besoin d'emplois ou d'employés ou de salariés techniciens pour pouvoir y répondre. Et le chef de l'État qui espère pour très bientôt le plein emploi, ce n'est pas dans 3 ans où les 40 enseignants qui sont envoyés en formation cette année vont revenir que cela concerne. Nous sommes dans une réforme déjà engagée pour la transformation de certains collèges, lycées et universités en collèges, lycées et universités techniques et professionnelles dès maintenant. Vous et moi, nous avons toujours déploré le fait qu'on puisse former des gens qu'ils soient voués pour le chômage.
Nous avons toujours déploré cela. Et pour remédier à ça, je suis sûr que vous avez toujours dit il faut professionnaliser l'enseignement. Je ne suis pas dans ce cas-là. Ah bon, moi je peux vous expliquer. Non, attendez. En réalité, c'est le marché de l'emploi. Vous ne me prêtez pas de... Non, il ne faut pas me prêter une attention que je n'ai pas. Je n'ai jamais dit... Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Je suis ici comme vous. La formation, le cursus de formation forme pour le chômage. Je vous dis simplement que le marché de l'emploi... Sinon, vous aurez plus de temps de parole que moi et ça ne serait pas bien. Sur d'autres points, je vous ai laissé posément intervenir. Sur d'autres points, je vous ai laissé posément intervenir. Je veux juste préciser que le marché de l'emploi qui n'absorbe pas les jeunes qui sont formés ne le fait pas parce qu'il n'est pas soutenu par le pouvoir public pour le faire. C'est tout autre chose. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas... Vous êtes un opérateur privé ? Je le suis et je sais ce qui se passe. Je comprends. Je sais ce qui se passe. Je suis... Écoutez, quand vous prenez des banques, on a développé le secteur bancaire dans ce pays. Cela fait un appel d'air. Les BTS qui se sont développés en banque, finance et autres ont fourni des employés pour occuper ces fonctions de service. Dites-moi, quels sont les emplois industriels ou les emplois techniques, professionnels qui ont été développés dans ce pays et qui n'ont pas absorbé les jeunes qui ont été formés à cela? Ce sont des jeunes industriels pour transformer le coton? Ou ce sont les industries du coton? Moi, je vous dis. Dites concrètement. Oui, moi, je vous dis. Moi, je vous dis, il y a quelque temps, j'ai envoyé des jeunes dans une entreprise pour faire un entretien. D'accord? Un entretien d'embauche. Donc, cela veut dire que l'entreprise avait besoin de ces gens-là. Mais lorsque, de par leur formation littéraire, tout ce que vous voulez, ils sont partis, leur formation n'était pas en adéquation avec l'emploi demandé. Et ce n'est pas seulement ici. Vous savez que dans les pays développés, on a toujours dit qu'il faut une adéquation entre la formation et le marché du travail. Vous savez ça. D'accord, je viens. Dans un pays, et si vous voulez, qu'on en parle, et vous le diront ceux qui sont encore là-bas, en France, le débat a toujours été que vous parlez de taux de chômage élevé, mais la restauration a besoin des employés. Parce qu'il n'y a pas assez formés pour ça. Mais dans le bâtiment, on a besoin des gens. Il n'y a pas des gens assez formés pour ça. Que pensez-vous alors du Bénin? Le Bénin, nous avons dit, moi j'ai fait la sociologie. D'accord? Moi j'ai fait la sociologie. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui avaient fait sociologie avec moi. Mais aujourd'hui, peut-être nous sommes à peine 5 à être en train d'exercer dans ce domaine-là, à utiliser notre sociologie, notre formation pour notre métier. Donc c'est pour vous dire que l'ambition de faire en sorte qu'il y a une adéquation entre la formation et le marché de l'emploi, c'est une ambition de tout le temps et c'est une ambition dans tous les pays. Ceci dit, cette formation, le chef de l'État n'a pas dit la rentrée prochaine, on va transformer les lycées. Non, pas du tout. L'homme est un tout. Dans une société, il y a tout. Le chef de l'État n'a pas dit nous allons fermer les autres filières, par exemple. Non, c'est pas ça. Son ambition, c'est de voir qu'un élève qui est sorti du lycée puisse être capable de faire quelque chose de ça, mais et de pouvoir vivre de cela. Vous savez, moi, en 90, j'étais au Ghana. Et ce que je voyais, c'est ces meubles sortis des lycées. C'est ces meubles sortis des universités, fabriqués par des lycéens, fabriqués par des universitaires. Ça, ils ont appris à faire ça. Et donc, dès qu'ils sortent de l'université, dès qu'ils sortent du lycée, il y a de quoi s'occuper pour pouvoir... J'ai entendu le témoignage de quelqu'un hier. Au moment où nous étions en train de faire sociologie, nous étions en train de faire géographie, nous étions en train de faire... Il a fait l'informatique. Il a fait l'informatique et il a fini son cycle d'ingénieur. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, dès que je suis revenu, j'ai créé ma petite entreprise pour former des gens. Aujourd'hui, j'ai déjà formé plus de 1000 personnes. C'est de cet emploi-là, c'est de cette formation-là qu'on a besoin aujourd'hui. Où vous n'avez pas besoin nécessairement que quelqu'un vous emploie, mais que vous puissiez faire l'auto-emploi. Monsieur Gomez, je suis convaincu que lorsque vous serez au pouvoir, vous n'allez pas penser à autre chose. Sinon, vous serez en déphasage avec les besoins du moment. Donc, nous avons l'obligation. Et quand le chef de l'État dit que la réforme a commencé, ça peut être que nous sommes à l'étape d'élaboration des tests, par exemple. C'est aussi cela. Donc,
Moi, je Rien pense que des que ce suppositions. discours, Rien que des suppositions. Collons-nous à la réalité. C'est ce qui se fait. Collons-nous à la réalité. C'est ce qui se fait. Monsieur Anagono, si vous rentrez dans la rue, si vous rentrez dans la rue, vous allez. Je viens. Laissez-moi vous rentrez dans la rue. Parce que vous semblez avoir beaucoup de certitudes. Non. Je suis issu de la même formation que vous. Si vous permettez. Maman, je viens. Puisque tout à l'heure, vous avez promis de me laisser faire cela. Ma formation m'interdit de parler sur ce qui doit être. Mais ce que je suis autorisé, sociologue, ce que je fais, c'est de parler sur ce qui est là. Le reste, je laisse aux philosophes. D'accord? Je suis en train de vous parler. Donc, ne nous préoccupons pas de ce que le président de la République voudrait dire. Le président de la République a dit que la réforme est engagée. Je suis en train de dire que la vie d'aujourd'hui, la vie professionnelle d'aujourd'hui, exige que nous puissions donner à nos enfants l'orientation vers la formation professionnelle. La formation professionnelle. Et ça, c'est un débat entre vous et moi. Nous sommes obligés. Mais si vous voulez, je voulais quand même, si vous permettez, que je voulais donner mon as. Le chef de l'État disait que nous avons vaincu nos démons. Notre démon. Nous avons fait des sacrifices. Et ça, je disais quelque part que à la fin de ce discours-là, vous savez ce que j'avais envie de faire? J'avais envie de faire comme les footballeurs qui viennent de finir un match très difficile et qui l'ont remporté. Je parlais, je faisais les je disais, vous prenez le PSG et ça quoi. Et quand le match est terminé, eh bien, le PSG a remporté la victoire. Vous voyez ce qui est? Le truc là, ils se donnent des accolades. Ils sont fiers. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, nous avons fait des sacrifices, eh bien, nous y sommes arrivés. Parce qu'au début, les réformes qui sont annoncées, tous les sacrifices qu'on demande, vous savez, je vais vous donner un exemple de sacrifice que les Béninois ont consenti. Une bonne partie des Béninois. Allez-y. Il y avait un moment, tout le monde voulait être douanier. Vrai ou faux? Tout le monde voulait être douanier. Tout le monde voulait être policier. Mais aujourd'hui, c'est fini. Si vous êtes douanier, vous devez vous contenter de votre salaire. Si vous êtes policier, vous devez vous contenter de votre salaire, de vos indemnités. Moi, je suis de la sécurité routière et je sais de quoi je parle. Le chef de l'État a dit, et ce n'est pas seulement lui, moi je l'ai constaté, puisque j'ai la chance de participer à des réunions sur le plan international, et au sein de l'Union africaine, un jour, les gens, les Maliens, les Nigériens se sont levés, ils disent, mais nous apprécions ce qui se passe au Bénin, parce que la liberté, la libre circulation des biens et des personnes, eh bien, c'est le Bénin qui est en tête par rapport à ça. Et c'est un rapport de l'UEMOA qui est sorti pour ça. Ça, on ne peut pas être fier de ça. On ne peut pas dire qu'on a bien fait. On ne peut pas dire que nous avons compris que nous ne devons plus marcher avec la corruption et que nous devons nous contenter de ce que nous gagnons. Vous voyez, quand je connaissais le douanier, quand il fait 2 mois, 3 mois de service, il a déjà sa voiture. C'était ce qui arrivait. Et après, il y en a plein dans sa vie. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Si nous avons consenti cet effort, c'est ce que je voudrais dire pour finir, nous avons consenti cet effort-là. Vous et moi, nous l'avons fait. Même si vous ne voulez pas reconnaître, eh bien, nous devons être fiers d'avoir fait ça. Et nous devons dire, nous sommes sur le bon chemin. Et c'est ce que le chef de l'État a dit. Il dit, l'espoir est permis, nous sommes sur le bon chemin, nous ne devons pas nous retourner. Et ça, chaque Béninois doit être fier de ça. Oui, de M. Gomez. Je ne suis pas douanier, je ne suis pas policier. Donc, si réellement les douaniers ont consenti cet effort, oui. Si les policiers ont consenti cet effort, et en restant dans l'image utilisée par M. Anagono, c'est eux qui devaient être dans les rues, comme Barça et le PSG, en train de se donner des accolades en disant ils ont réussi quelque chose. Mais c'est lui qui a donné l'impulsion. Si je peux continuer. D'accord. Donc c'est l'entraîneur qui se donne tout seul les accolades au bord du terrain. Non, il donne en ça réalité, soyons sérieux. Soyons sérieux. Les efforts ont été consentis par certaines franges de cette population. Mm-hmm. Ce ne sont pas des efforts consentis. Des efforts imposés. Les populations ne sont pas forcément contre faire des efforts. Non. Les populations veulent savoir à quoi les efforts ont servi. À quoi le fruit des efforts a servi. Et quand est-ce que la marmite qui est sur le feu va pouvoir enfin être ouverte pour que eux aussi touchent le fruit de leurs efforts. Oui, il y a eu des efforts dans les larmes et dans le sang dans ce pays. Personne ne peut dire le contraire, et c'est justement ça que tout le monde dit. Vous connaissez la fameuse expression « serrer les ceintures », même s'il y a eu plusieurs variantes, après pour dire ce qu'on en pense, mais tout le monde sait parler français. Absolument. Tout le monde sait ce que ça veut dire « serrer les ceintures ». Et nous l'avons fait depuis 5 ans. Au bout de 5 ans, on nous a dit ce que je voulais dire, c'est que ce que vous aviez, vous deviez vous en contenter. Au bout de 5 ans, vous venez de le répéter. Et vous venez de le répéter. Et vous venez de le répéter. L'énergie, ce n'est pas les efforts consentis par nos bonnes dames du marché. S'il vous plaît, monsieur Anagono, nous avons des contrats, des accords avec le MCA qui nous ont permis
d'avancée et qui existait avant Nous l'arrivée avons au cet pouvoir. accord-là, mais nous avons les Je autres. peux vous arrêter de chercher à faire, mais c'est de votre droit, et c'est cela la démocratie, de faire comme le chef de l'État, un discours trop beau pour tracer la réalité. La réalité, ce sont des difficultés dans lesquelles les populations continuent d'exister. Et pourtant, Beaucoup de c'est choses, bien pour cela. beaucoup de C'est bien choses pour cela. Nous à rassurons, dire, nous avons encore des chers efforts à faire. invités. Le chef de l'État- Monsieur Nagono, si vous permettez. merci beaucoup. Si vous Monsieur, permettez. monsieur Géraldo Gomez, vous permettez, on va devoir vous remercier. Votre disponibilité nous permettra de poursuivre sur cet élément Avec parce plaisir. que, apparemment, il y a beaucoup à dire. Chers invités, on va s'en arrêter là. Merci pour la complicité.